je me suis posé énormément de questions sur, par exemple, des questions, on va dire, basiques, mais pourquoi il y a autant de différences entre ce qu'on peut retrouver, nous, en banlieue, par rapport à ce qui peut se trouver sur Paris, par exemple, en termes d'écosystème entrepreneurial. Comment ça se fait que peut-être dans les grandes entreprises, il n'y a pas autant de diversité que ça, tu vois. J'avais plein de questions qui sont venues avec toute cette expérience-là. J'avais peut-être ce besoin d'y répondre, tu vois. Et je pense que le déclic entrepreneurial, il est parti de là, tu vois. Zo, 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Awa Dramé, la fondatrice de Time to Start. Salut Awa. Salut Guy, comment ça va? Super. Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. On va discuter de plein de sujets, notamment de Time to Start. Mais avant, je te propose, si tu le veux bien, de te présenter succinctement. Yes. Alors, déjà, moi, je suis ravie. Merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est Awad Ramé. Je suis effectivement entrepreneur et notamment fondatrice de Time to Start, qui est une structure à impact social qui vise notamment à accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs dans les quartiers qui sont issus de la diversité, comme on dit. Et puis, je suis aussi à côté, donc j'ai une boîte de conseil, donc je suis consultante et formatrice. Et puis, je développe différents projets liés à l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'une de mes activités fortes, ça reste quand même Time to Start, euh, avec les programmes d'incubation qu'on développe un peu partout. Time to Start, est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un incubateur ou c'est une entreprise en part entière? Alors effectivement, alors c'est un incubateur, enfin c'est un programme en tout cas d'accompagnement. Et Mhm, donc en termes de structure juridique, c'est une association. mhm. Euh, donc c'est une structure qui vise à avoir de l'impact. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle. Yes. Donc, t'as dit que tu étais entrepreneur. Tu vas nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as lancé tout ça. Mais avant, ce serait intéressant de voir aussi ton background. Tu as déjà tu t'es issu d'un milieu entrepreneurial, peut-être tes parents, je sais pas. Alors pas du tout. Honnêtement, si tu m'avais dit il y a, allez, 15 ans, 20 ans, que je serais amenée à entreprendre, je ne t'aurais pas cru. Donc j'étais pas du tout destinée à ça. Et effectivement, je pense que mon parcours, on va dire scolaire a aussi influencé, ma situation actuelle. Et après, c'est aussi, des opportunités, que j'ai pu avoir, un regard aussi sur la société qui m'a donné envie de m'engager. Et puis à la base, effectivement, j'étais plutôt une personne assez introvertie. J'avais des études, on va dire, j'essayais de suivre un peu le cap de mes grands frères et grandes sœurs qui avaient fait des études, mais voilà, je suis issue d'un quartier populaire. Donc j'ai fait un bac classique. Ensuite, j'ai fait un BTS, j'ai fait une licence éco-gestion. Et durant cette période, on m'a proposé tu sais, pour des personnes qui sont issues des quartiers, tu sais, il y a des parcours parfois qui permettent de faire une remise à niveau pour te préparer aux grandes écoles, donc au concours d'entrée aux grandes écoles. Et donc avec Là, tu d'autres parles de camarades, on HEC, s'est l'ESCP et consorts. exactement, exactement. Donc moi j'ai fait cette préparation-là. Au départ, c'était un peu particulier pour moi. Donc, j'ai fait une année où vraiment on a bossé pour essayer de se préparer au concours d'entrée directe. Et donc, j'ai réussi ce concours et j'ai fait donc un master management de grande école à ESCP Europe avec une spécialisation en entrepreneuriat social. Et pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat social? C'est quelque chose qui... Alors, ouais, alors c'était vraiment une découverte au départ. J'avais vraiment envie de creuser, d'être dans les projets. Donc, j'avais pas nécessairement cette notion d'entrepreneuriat à l'époque, tu vois, de se dire c'est de l'entrepreneuriat, Mhm. mais en tout cas, j'avais cette vocation à vouloir créer, à vouloir faire, à vouloir mettre en place les idées.
Et donc du coup, il y a cette majeure entrepreneuriat qui s'est présenté à moi et je me suis dit que c'était une belle opportunité de pouvoir peut-être mieux découvrir l'entrepreneuriat et puis voilà, comprendre finalement qu'est-ce que c'est de manière très concrète entreprendre. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé de m'orienter là-dessus. Et c'était une très belle découverte parce que ça m'a vraiment suscité des vocations. J'ai pu voyager, rencontrer pas mal de monde, monter des projets et ça m'a donné envie de faire des choses. Après, paradoxalement, tu as la réalité, tu vois. Tu as, le réel. Donc, quand tu es étudiant, tu dois payer l'école. Donc, j'ai fait l'école en alternance. Et puis après, quand tu as un grand groupe qui te propose bah, un poste avec une rémunération intéressante, bah, du coup, tu sais, quand tu es issu d'une famille modeste, bah, ça te pousse aussi à te dire, bah, là, c'est une opportunité incroyable, la sécurité, de pouvoir avoir ce job finalement dans un grand groupe et potentiellement évoluer avec un bon salaire. Et donc j'étais un peu partagée parce que j'avais ce côté où j'avais besoin de sécurité, puis d'avoir un peu un salaire, parce que c'est ce qui, pour moi en tout cas, c'était un peu ma vocation, de se dire, bah, je vais faire des études, avoir un bon salaire, et puis pouvoir aider ma famille. Mais après, il y a aussi une espèce de feeling, un sentiment que tu as en interne qui dit bah, peut-être que c'est pas fait pour toi, tu vois. Ce monde de l'entreprise, ce monde des grands groupes, ce monde de la défense, et que tu as envie de partager d'autres choses, tu as envie d'aider d'autres personnes. Et c'est là où tu es un peu en interne, en tout cas, moi j'étais un peu en ébullition, en mode qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête Tu vois, est-ce que je quitte le monde de l'entreprise pour me lancer? Mais si je me lance, ben, c'est compliqué, tu vois. Tu vas te retrouver au chômage. Au début, c'est pas simple. Ou alors, est-ce que je garde la sécurité? Et donc, j'étais amenée vraiment à cette situation, à cette prise de décision. Et très vite, c'était assez naturel en réalité. J'ai quitté. J'ai quitté le monde de l'entreprise. En tout cas, je ne suis pas restée. Je n'ai pas accepté l'offre. Et je me suis retrouvée au chômage. Ah, t'es même pas parti, enfin, t'as pas commencé avant Alors si, j'ai commencé, donc j'ai travaillé j'ai travaillé alors en alternance, je suis restée 1 an et demi en alternance. Ensuite, moi, j'ai fait un premier CDD dans ce grand groupe qui m'a proposé de rester du coup. Mhm. Donc ça s'est très bien passé, c'était vraiment une très belle expérience. Et ensuite, on m'a proposé un autre poste, mais c'est là que j'ai refusé, tu vois. Donc en réalité, T'avais déjà un CDI j'ai ou eu t'étais toujours en CDD? non, non, j'étais alors en alternance, puis en CDD. Donc au total, D'accord. c'est 2 années, tu vois? C'est Yes. 2 années à peu près d'expérience en plus. Donc j'étais encore étudiante, quand j'ai commencé mon alternance, évidemment. Et puis ensuite, à la fin de cette alternance, on m'a proposé un premier CDD que j'ai accepté. Donc je crois que c'était à peu près 6 mois. Et à la fin de ce CDD, on m'a proposé un autre job, donc de rester, de continuer dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'étais un peu en tension et j'ai décidé de refuser. Ben, quand Donc tu refuses, est-ce quand que tu c'est refuses, parce que bah, tu as une alternative, parce que tu as un truc que tu as déjà commencé en parallèle, ou là, tu refuses et tu recommences from scratch en commençant déjà par penser à l'idée, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais lancer? franchement, j'avais pas d'alternative du tout. J'avais juste une espèce d'envie, un sentiment, tu vois, de vouloir m'engager, de vouloir entreprendre. J'avais des idées, j'avais vraiment ce besoin de le faire. Tu vois, j'avais Mhm. ce besoin de me retrouver avec moi-même parce que j'avais vécu quand même 2 années d'études où j'avais voyagé, j'avais rencontré du monde, j'avais testé des choses. Et du coup, le fait d'être un peu enfermé dans ce monde de l'entreprise, bah, c'était assez frustrant, tu vois, pour moi. Et il me manquait quelque chose, même s'il y avait la sécurité, même s'il y avait le bon salaire, on va dire, j'y arrivais pas, tu vois. Et donc, j'ai arrêté sans aucune sécurité, sans aucune alternative, juste avec cette volonté de vouloir faire, tu vois. Et, euh, et donc voilà. Donc je me suis retrouvée vraiment au chômage, hein. C'était bon, je me retrouve au chômage, mais par contre j'ai fait quelque chose que j'ai appris en école, Mhm. c'est aller prendre des cafés. On m'a dit le réseau c'est important, le réseau c'est la clé, donc il fallait prendre des cafés, tu vois. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est envoyer des mails, proposer des cafés et puis parler de ce que j'avais envie de faire. Parce qu'il faut Tu savoir avais quand aussi que même des j'avais pistes, énormément travaillé sur justement tu les avais quand même des parcours. pistes comme ça où tu voulais aller, ou Oui, des sujets en tout cas, des oui, thèmes qui te tenaient à cœur. exactement. J'avais quand même ces sujets-là. J'avais parce que du coup j'avais vécu quand même une expérience assez incroyable. Tu te rends compte, une jeune fille dans un quartier qui a grandi en banlieue,
qui se retrouvent un peu, entre guillemets, propulsés dans le monde à la fois des grandes écoles, donc le monde un peu parisien, et puis le monde aussi de la grande entreprise, tu vois. Donc j'avais quand même ce gros basculement qui m'est arrivé pendant 2 ans, et en réalité, ça a amené beaucoup de réflexions en moi, tu vois. Je me suis posé énormément de questions sur, par exemple, des questions, on va dire, basiques, mais pourquoi il y a autant de différences entre ce qu'on peut retrouver, nous, en banlieue, par rapport à ce qui peut se trouver sur Paris, par exemple, en termes d'écosystème entrepreneurial. Comment ça se fait que bah, peut-être dans les grandes entreprises, il n'y a pas autant de diversité que ça, tu vois. Donc, j'avais plein de questions qui sont venues avec toute cette expérience-là. J'avais peut-être ce besoin d'y répondre, tu vois. Mhm. Et je pense que le déclic entrepreneurial, il est parti de là, tu vois. Il est parti de ce besoin de répondre à des questions, des problèmes que je voyais en fait dans des décalages que j'ai pu constater avec ma petite expérience. Et j'avais cette envie de me dire, mais en fait, il faut qu'on fasse bouger les choses, il faut qu'on fasse, il y a tellement de choses à mettre en place, il faut y aller, tu vois. Et donc, c'est ces sentiments-là, je pense, qui a été le déclic et qui m'a poussé à refuser, entre guillemets, la sécurité pour, pour l'entrepreneuriat. Et voilà, ça a commencé comme ça. Yes. Tu as quand même été heureuse pendant ces 2 années-là. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends pendant 2 années en corpo? Déjà, c'était quoi ton périmètre où tu étais déployé? Alors, j'étais en gestion de projet RH. J'ai énormément appris, déjà même sur moi-même, sur ma posture, parce que c'était vraiment ma première grosse expérience professionnelle. Parce qu'avant, j'étais plutôt des petits boulots étudiants pour dépanner, mais j'avais pas eu vraiment de grosse expérience professionnelle. Et donc ça, j'ai énormément appris sur moi-même, me découvrir ce que je sais faire, ce que je suis en capacité de mettre en place, prendre confiance en moi. Ça a été très important. Et sur les autres aussi, sur leur manière de réfléchir, sur ma relation avec les autres, sur ma capacité à m'adapter. Il faut savoir que j'étais une personne assez introvertie depuis toujours. Et le fait de basculer comme ça dans un grand groupe avec des responsabilités, ça te sort de ta zone de confort. Et puis à côté de ça, il y avait tout le parcours d'étudiante, pareil, qui a été extrêmement enrichissant pour moi. Donc oui, ça a été un vrai poids. Et je pense que sans cette expérience, j'aurais pas eu le déclic finalement entrepreneurial, tu vois. J'avais pas eu ce déclic de me dire il faut que je me lance, tu vois. Donc ça a été énormément euh, enrichissant pour moi et puis j'en tire que du bénéfice. Hein. C'est pour moi c'était une période très positive, une période très positive, même si voilà il y a toujours des hauts et des bas, des moments difficiles. Je sais que ça m'a permis de me construire. Est-ce que... Et après Ouais. Désolé, je t'ai coupé, ça m'a vas-y. permis aussi de non, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire à l'époque, c'était de m'engager en faveur de l'entrepreneuriat, tu vois. Faire en sorte que les entrepreneurs autour de moi, parce que toute cette expérience, ça m'a permis aussi de voir. J'avais un peu des œillets, tu vois. Je ne savais pas qu'il y avait autant de potentiel autour de moi. Et le fait, j'ai fait par exemple un mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat issu de l'immigration pour essayer de comprendre un peu quelles étaient les intentions entrepreneuriales des personnes qui sont issues de l'immigration, qui habitent dans les quartiers. Et j'ai vu vraiment tous ces talents, j'ai vu tout ce potentiel. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut aller les accompagner, il faut proposer des choses de qualité pour ces profils-là. Et donc, c'est grâce à tout ce parcours, ce processus, que j'ai pu arriver à en tout cas, à cette réflexion-là. Est-ce que tu as senti à des moments que tu étais traité différemment? En tout cas, je ne sais pas dans quelle proportion est-ce que l'entreprise dans laquelle tu bossais, il y avait des gens, je ne vais pas dire des gens comme toi, en tout cas des gens, des gens qui de prime abord ne sont pas en tout cas destinés à ces milieux-là, en tout cas qui ne sauraient pas arriver là s'ils n'étaient pas passés par des écoles comme HEC ou l'ESCP. Est-ce que tu as eu à un moment donné des sentiments, en tout cas ce sentiment où tu es un peu comme euh, l'intrus, je sais pas, l'intruse? Oui, alors j'ai eu, alors à différents niveaux, hein, même si pour moi, franchement, l'école de commerce que j'ai fait, elle m'a énormément apporté. Ça a été vraiment une belle expérience. Mais évidemment, tu ressens quand même qu'on n'a pas nécessairement les mêmes codes, la même manière de voir les choses. Mais c'est pas nécessairement un problème. Mais dans tout mon parcours, et je pense que jusqu'à encore aujourd'hui,
dans le monde de l'entrepreneuriat, je le ressens encore parfois. Je pense qu'il y a quand même parfois c'est des clichés, parfois c'est des espèces de, je sais pas moi, des pensées un peu fermées ou des choses qu'on peut s'imaginer sur certains profils comme le mien. Donc oui, je le ressens, je l'ai ressenti. Par exemple, quand j'étais en recherche de mes premiers contrats d'alternance, bah, j'ai ressenti ce côté un peu, bah oui, tu es issu d'eux, tu vois. Donc ça, je l'ai ressenti, je le ressens encore aujourd'hui. Et au début, c'est vrai que ça me gênait à certains moments. Maintenant, voilà, je suis passée quand même à un cap où c'est pas que c'est pas important, mais je suis passée, tu vois, je suis passée au-dessus de ça. Tu vois. Je suis passée Yes. au-dessus de ça et je pense que toutes les personnes, notamment les femmes noires, qui veulent par exemple entreprendre, qui ont envie, je sais pas moi, de tel ou tel poste, je pense qu'il faut pas qu'on se bloque, tu vois. Il faut vraiment avoir cette ambition de faire malgré, on va dire, les regards des autres qui peut être là. Quand on a envie, je sais pas, quand on a un projet par exemple, je pense qu'il faut quand même tenter. Maintenant, je pense qu'il faut un peu, entre guillemets, s'imposer, tu vois. Il y a ce Mhm. côté où, en gros, on est là parce qu'on doit l'être, tu vois. Et il faut qu'on assume ce rôle, c'est qu'on le mérite, entre guillemets, ou en tout cas, on a les compétences pour être à notre place. Et donc, il faut prendre cette place, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas se brider par rapport à ça. Yes. Donc, on va parler un petit peu de tes premiers rendez-vous café et tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire lorsqu'on a déjà un carnet d'adresses? Parce que, bon, on est quand même passé par une grande école, donc on a un minimum de réseau. On a quelques pistons, entre guillemets, pour justement provoquer ces premiers rendez-vous café. Mm. Alors, je pense qu'il faut les provoquer. Moi, à l'époque, il y avait moins ces réseaux type LinkedIn, euh, Facebook, Insta. Donc aujourd'hui, on a énormément de facilité de pouvoir contacter beaucoup de monde, donc il faut en profiter. Et je pense qu'effectivement, ça commence par à côté, tu vois, ça commence par un professeur. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Ça commence par un professeur que j'ai eu, ça commence par un ami, ça commence par l'ami de l'ami, tu vois. Donc, on a tous du réseau déjà. On a tous du réseau de plus ou moins proche et il faut l'exploiter, tu vois. Donc, il faut vraiment en profiter. Il ne faut pas hésiter à aller demander. Je pense que parfois, on peut être. En tout cas, moi, j'avais cette posture parfois un peu d'hésitation, de peur de déranger. Mais en réalité, si la personne n'est pas intéressée, elle te le dira. Tu vois, tu me disais au début, voilà, j'ai fait ce podcast, je voulais te contacter, je me suis dit, je vais essayer, puis si elle me répond, voilà, c'est très bien, ou si elle ne me répond pas, tant pis. Bah, tu vois, c'est vraiment cette mentalité-là, je pense qu'il faut avoir. Yes. Il faut être en capacité, Donc, entre guillemets, de se débrouiller, quoi. d'accord. Donc, avant justement que tu me parles de ces premiers rendez-vous-là, donc tu peux un peu être plus précis sur, je sais pas, un ou deux sujets qui te tenaient à cœur, que tu voulais éventuellement traiter pendant tes premières expériences entrepreneuriales? Alors, le premier sujet, c'était clairement l'accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs et notamment hors Paris, c'est-à-dire dans l'écosystème plutôt banlieusard, pardon. Des gens bah, comme moi qui, entre guillemets, pourraient sortir d'une petite ville, d'un petit quartier et qui auraient envie euh, de monter une entreprise, peu importe, bah, puissent accéder à un parcours d'accompagnement, donc une expertise de qualité, puissent accéder à un réseau, puissent accéder à un financement. C'était Mhm. vraiment le premier besoin, tu vois, c'était ça. C'est quelque Donc, chose qui comment n'existe j'accompagne pas. En tout cas, en tes recherches, qui n'existait pas de prime abord à cette époque-là, quoi. Alors, si ça existait, mais pas de la manière, on va dire, que j'estimais pertinent pour les entrepreneurs. Mhm. Aujourd'hui, dans les quartiers, par exemple, on a une vraie diversité de profils, on a une vraie mixité de parcours, d'intention entrepreneuriale. Tu peux avoir des gens qui ont un bac plus 5, qui sont cadres, qui ont envie d'entreprendre. Tu peux avoir des gens au chômage qui ont envie d'entreprendre. Tu peux avoir des étudiants. Tu peux avoir des gens sans diplôme qui ont envie d'entreprendre. Donc, tu vois cette mixité-là qu'il y a dans nos quartiers. Mais il faut être en capacité de répondre, tu vois. Il faut être en capacité de proposer des offres d'accompagnement, des services d'accompagnement qui correspondent à cette mixité de profils. Et c'est ce qui me manquait, tu vois, à l'époque. Me Mhm. dire, je trouve que c'est pas assez flexible, agile. Et deuxièmement, je voulais aussi un certain niveau en termes de qualité. Je pense qu'il faut quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'excellence. Quand on parle
d'entreprendre dans les quartiers, on parle d'excellence aussi. Quand on parle de monter des projets, il faut que vraiment on hausse le niveau, tu vois. Il ne faut pas qu'on soit dans ce côté où on va aller, tu vois, quémander ou autre. Non, il faut qu'on soit dans une posture où les gens ont envie d'investir chez nous. Et c'est vraiment cette posture-là que j'essaye d'adopter. Yes. Donc, tu parles avec qui? Les premières personnes avec qui tu parles, c'est... Les premières personnes, franchement, je pense que les premières personnes avec qui je parle, euh, je crois que c'est un ancien prof de SCP, hein, avec qui je crois que c'est lui qui nous avait accompagnés sur le parcours entrepreneurial et enfin sur la majeure quoi entrepreneuriale et donc, ouais, je pense que c'est avec lui et puis avec son assistante ensuite, qui me met en relation. En fait, c'est de la mise en relation au fur et à mesure, qui me met en relation avec quelqu'un qui est dans l'écosystème entrepreneurial, qui me met en relation avec une autre personne qui monte un même projet. Et du coup, ça te fait des premières expériences, des premiers contacts, des premières pistes de travail sur ton projet. Ça te fait aussi voilà, plus de réseau. Donc voilà, c'est les premiers, je pense que les premiers contacts, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés, tu vois. C'est même pas des gens que je connais pas, que je vais solliciter sur les réseaux, c'est vraiment des gens que je connais et que je pense pertinents pour le projet. Yes. Et après, j'ai eu une première expérience dans l'accompagnement et ensuite, bah voilà, au fur et à mesure, tu développes des choses. Mhm. Et là, on n'est pas encore clairement sur le projet Time to Start. Est-ce que tu as lancé des pilotes, tu as testé autre chose avant ou Alors oui, alors c'est surtout via une première expérience, donc dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc j'ai intégré un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs, pour avoir de l'expérience, Mhm. pour rencontrer des entrepreneurs, pour apprendre des difficultés. C'est un peu une formation, tu vois, pour moi, pour apprendre, pour voir comment on accompagne, comment on met en place des programmes, oui, donc c'était un peu une phase test finalement. En tout cas, pour moi, ça m'a permis d'apprendre et de bien structurer par la suite Time to Start. Là, tu es toute seule ou tu as déjà des personnes avec qui tu peux éventuellement te mettre en partenariat? Alors, j'ai la chance d'avoir des personnes qui travaillent avec moi, que j'ai pu embaucher finalement assez récemment. Donc, on a une équipe à peu près de 5 personnes qui travaillent sur le projet avec moi. Donc, ça va de l'accompagnement des entrepreneurs à la communication, à la partie plus En fait, je administrative. parlais au Donc, moment on commence un peu. au moment où tu étais en train de benchmarker Ah, pour. Ah, pardon, pardon. Alors, oui, très bonne question. Donc, au moment où je finalise ma première expérience, donc qui se termine, je m'appuie sur justement les personnes avec qui j'étais durant cette première expérience pour reprendre avec Time to Start, tu vois, pour lancer Time to Start. Après, voilà, il y a eu, on va dire, c'était moi qui avais le lead sur le projet, mais Mhm. voilà, j'étais quand même accompagnée, même si au final ça s'est pas fait, mais j'ai pu bénéficier finalement aussi de leur expérience, de leur expertise pour monter le projet tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, j'avais quand même ce lead où j'étais un peu seule, on va dire, sur la partie opérationnelle, mais j'avais des gens autour qui pouvaient me conseiller, qui pouvaient m'aiguiller, qui m'ont donné de l'appui sur le démarrage, avec plus ou moins de réussite. Euh, mais effectivement, j'ai pu, on va dire, capitaliser sur mes précédentes expériences pour m'appuyer sur déjà 2 ou 3 personnes qui étaient autour de moi. Mhm. Yes. Avant de me parler justement du jour 1 de Time to Start, est-ce que tu peux me dire un peu concrètement, à l'issue de cette première expérience, qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les grands learnings qui aujourd'hui euh, t'aident à driver Time to Start ou alors inspirent certains éléments que tu as eu à implémenter au niveau de Time to Start? Deux ou trois éléments. OK. Alors, déjà l'expérience que j'ai eue, parce que c'était de 2 ans d'expérience, ça m'a énormément appris sur, déjà les Mhm. profils d'entrepreneurs, sur les modèles d'accompagnement, sur les experts qu'il fallait chercher, qu'il fallait solliciter pour bien accompagner les entrepreneurs. Donc en fait, ça m'a donné une très bonne base, en termes d'organisation, tu vois? De comment on organise l'accompagnement, comment on monte un incubateur. Donc ça m'a donné vraiment cette expérience-là. Et après la question, c'était comment cette expérience-là
te permet derrière de construire et d'améliorer, en tout cas, une méthodologie qui soit encore plus efficace pour les entrepreneurs. C'était vraiment, je pense que ça m'a permis surtout d'avoir ça, cette base organisationnelle et savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour monter un programme d'incubation. Yes. Du coup, c'est quoi le jour un de Time to Start? Est-ce que la structure avait déjà euh, euh, une présence juridique ou alors tu as d'abord eu à mettre des choses en place avant d'aller créer concrètement la boîte? Bref, parle-moi du jour un de Time to Start selon toi. Comment est-ce que tu as vécu ça, quoi? Ouais, le jour un, je crois que j'ai envie de l'oublier. Le jour un, c'était assez compliqué. C'est assez compliqué parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de salle de formation, j'avais pas de lieu. Donc, c'est un peu bizarre quand tu veux monter des projets d'accompagnement et que tu n'as pas d'espace, tu n'as pas d'argent, tu peux pas payer tes formateurs, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, effectivement, on a commencé à mettre en place des briques sans avoir monté la structure. On a commencé un peu à tester sans monter la structure. Euh, mais euh, mais c'était assez compliqué en soi parce que j'ai pas nécessairement peut-être les bonnes personnes autour de moi. Et c'est vrai que quand tu attends peut-être un peu de soutien et que tu n'as pas forcément, c'est assez compliqué. Et puis quand t'as pas d'argent, en fait, tout court, il faut se débrouiller, quoi. Tu connais, il faut se débrouiller. Il faut On est dans aller le chercher, thème il faut du s'appuyer sur podcast, son quoi. réseau. Les brouillards. Ah bah, c'est exactement ça, c'était vraiment la débrouillardise à 100%. C'était demander à tel que tu connais de venir faire une formation, demander à un tel de te prêter une salle pour faire tes formations, demander à un tel de t'appuyer sur du coaching, voilà, tout ça sans argent. Donc il faut être en capacité de convaincre, tu vois, les personnes de ce que tu fais, de la pertinence de ce que tu fais et que ça va amener quelque chose de plus impactant, de plus fort demain, tu vois. Donc c'est vraiment cette difficulté-là au début, je pense, c'est le jour un, c'est comment tu montes un programme d'incubation sans lieu, sans argent, sans espace et potentiellement avec très peu de formateurs autour de toi. Mais c'est pas impossible parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, on peut tester des choses avec peu de ressources. Il faut juste que l'organisation, l'objectif, la vision soit bien posée. Parce qu'avec la vision, tu peux aller convaincre, tu vois. Quand tu as une vision Mhm. qui est bien, qui est clairement définie, tu peux aller convaincre des gens, des personnes de rentrer dans l'aventure avec toi. Donc il faut poser sa vision. Et je pense qu'on a réussi à faire plus ou moins bien au départ. Ça s'est affiné avec le temps. Et après, il faut être un bon, on va dire un bon commercial pour aller, euh, pour aller chercher l'expertise que tu n'as pas en interne et surtout aller la chercher sans nécessairement la payer, tu vois. Donc, C'est-à-dire quelqu'un qui va justement comprendre le projet et accepter de mettre la main dans la pâte, ben, sachant que derrière, tu as parlé d'association, mais est-ce qu'il y a quand même un modèle économique? Est-ce que euh, là, tu parles d'aller chercher justement les ressources, les personnes qui vont venir exécuter le programme, mais les personnes qui vont suivre le programme, comment est-ce que toi, tu pars justement aussi les sourcer? Comment est-ce que tu réussis à les convaincre? Ok, tu as un background, tu es passé par l'USCP, mais est-ce que c'est pour autant que forcément les gens vont voir en toi quelque chose qui va les inciter éventuellement à dealer avec toi pour potentiellement essayer d'exécuter leur projet entrepreneurial qu'ils mijotent depuis des mois, des années? oui. Alors, euh, il faut être en capacité de bien mettre en valeur sa proposition de valeur. Qu'est-ce que tu vas leur apporter? C'est quoi le problème pour eux que tu vas résoudre? Je pense que ce qu'on a réussi à faire au départ, c'est ça, c'est cette bonne communication en disant, ben Et voilà, même où tu les vous êtes trouves, moi je me demande entrepreneur. comment tu fais. Est-ce que tu vas dans les quartiers comme ça, puis tu parles aux gens en route? Comment est-ce que tu réussis à, à- Franchement, je me suis débrouillée à la mano, hein. J'allais dans les salons, par exemple, j'allais dans les salons, au salon de l'entrepreneur, au salon de tel ou tel quartier. J'avais pas laissé sur mon stand. Mhm, J'avais imprimé des flyers mhm, chez le mec d'à côté à 10 euros. Et j'arrivais dans les salons sans stand, je me travaillais et hop, je passais avec mes flyers, je les distribuais. Tu vois. Donc, j'ai commencé à faire mhm. ça. J'ai proposé à certains partenaires, par exemple des missions locales ou autres,
de faire des interventions pour parler un peu de ce qu'on fait, pour essayer de challenger les entrepreneurs. Je participais à des événements où je rencontrais les entrepreneurs, tu vois. Donc, j'étais sur le terrain. Franchement, j'étais sur le terrain Ouais. pendant longtemps. J'étais à la rencontre des gens, j'ai changé, j'ai mis les mains dans le cambouis, quoi. Et les gens, oui, j'allais chercher à la main, tu vois. J'allais chercher à la main, je parlais de ce que je faisais, je parlais de nos forces, de quoi ce qu'on pouvait leur apporter. Et après, ben voilà, tu commences à avoir quelques candidatures. Ben après, tu montres ce que tu as fait, tout simplement. Au début, j'avais pas de financement, comme je t'ai dit. J'ai fait une promotion avec les moyens du bord. J'ai montré les résultats. Et après, j'avais des premiers partenaires. Je suis partie voir la région Île-de-France en leur disant, ben, regardez les premiers résultats. J'ai fait un concours qui s'appelle la Fabrica Viva. J'ai remporté. Mhm. Ça m'a donné aussi un grand boost pour le projet. Et après, voilà, c'est step by step. Tu commences à construire des choses, des briques sur ta structure, tu vois. Tu commences Dans avec la ce que première tu peux faire promotion, et tu montres. Tu montres. les professeurs, et ils n'ont pas été rémunérés, si je comprends bien. Je veux dire, t'as pas, en tout cas, je sais pas si on les appelle des professeurs ou comment est-ce que toi tu les appelles, ces Alors, c'est cadres, plutôt des, oui, des intervenants, des des intervenants. coachs, des formateurs. Donc, effectivement, non, ils n'étaient pas rémunérés. Pour ceux qui suivent justement ces formations-là, au début, du moins pour moi, pour la première promotion, eux, ils payent, bien évidemment. Et si oui, ça coûte combien au début? Alors, eux, ils payent pas en direct. Donc, en fait, je fais en sorte que pour un porteur de projet, ton accompagnement soit pris en charge par un partenaire. Tu vois. Donc, c'est pas eux qui vont payer en direct, mais ça peut être un partenaire comme la région, Île-de-France, ça peut être des entreprises qui vont payer pour aider des porteurs de projets à se faire accompagner. Et donc, mes formateurs, pour la première promotion, clairement, ils n'ont pas payé, tu vois. Ils n'ont pas payé. J'ai j'ai vraiment essayé de les convaincre avec ma vision, comme je disais au départ, faire Mhm. en sorte qu'ils puissent être convaincus de l'intérêt de ce projet-là, tu vois. Et c'était ça ma difficulté, c'était ça mon objectif principal, c'est de convaincre que le projet que je porte, que l'activité que je porte, non seulement elle va avoir un impact, elle est pertinente et elle répond à un besoin réel, tu vois. Et c'était Mhm. vraiment ces points-là que j'ai essayé de mettre en place. Yes. Donc, la première strat, ça devait être d'aller chercher à chaque fois, pour chaque promotion, un partenaire stratégique qui va comprendre l'importance et la valeur d'implémenter ce genre de choses et financer justement pour ses apprenants. Et est-ce que c'est quelque C'est chose que ça, tu as, exactement. c'est quelque chose qui est toujours actuel Exactement. aujourd'hui ou c'est un modèle hybride? C'est un modèle hybride, donc on a effectivement aussi une capacité à aller chercher des prestations de services, parce qu'on a des outils maintenant qu'on a développés, on a notamment une plateforme d'incubation digitale, donc on a des choses qu'on met en avant, et puis on a Mhm. toujours effectivement cet aspect partenaire stratégique et financier qui soutient notre action. Donc c'est vraiment un modèle qui est hybride. Yes. Euh, c'est aujourd'hui, c'est quoi les critères pour postuler? Est-ce que vous prenez tout le monde? Alors nous, on ne prend pas tout le monde. On a une phase de sélection des projets. Donc il faut aller sur le site internet, poser son projet. Et puis ensuite, on passe les entretiens, enfin on fait des entretiens devant des comités de sélection. Donc c'est des professionnels, ce sont des entrepreneurs qui vont écouter les parcours, qui vont écouter la motivation, qui vont écouter vraiment l'adéquation personne-projet, le potentiel du projet, l'impact. Et sur ces critères-là, on va sélectionner des entrepreneurs. Ok, pour quelqu'un qui réussit justement à passer ce stade de sélection, c'est quoi la promesse? Parce que peut-être pour reformuler la question, est-ce que tu peux me pitcher Time to Start euh, lorsque, en fait, tout le process de la présélection jusqu'à la validation du profil et l'accompagnement et l'exécution de son projet jusqu'au financement avec les différents partenaires? Parce que j'ai vu là sur votre site, il y a des partenaires vraiment assez intéressants, que ce soit la BPI France, des grosses boîtes comme Accenture, l'Île-de-France. Donc, euh, ben, à toi le micro, tu prends pendant 5 minutes, tu développes un petit peu le process vraiment dès le début jusqu'au bout de la chaîne, quoi. OK. La promesse qui est proposée avec Time to Start,
C'est vraiment l'accompagnement, entre guillemets, «personnalisé sur mesure» au plus près des besoins et des attentes des entrepreneurs. Donc évidemment, on a une base, qui est liée, à des ateliers qui sont animés par des experts, à des séances de codev, à du suivi, du mentoring aussi beaucoup, par pair. Et puis, on a cet aspect individuel qui est assez fort chez nous. Donc, on essaie vraiment d'à la fois aller chercher l'expertise dont on a besoin, c'est-à-dire que tout n'est pas en interne. Quand on Mhm. doit aller, je ne sais pas, aller trouver un expert juridique ou autre, on est en capacité d'aller le chercher. Et puis, on a un suivi d'équipe qui est assez personnalisé, qui est assez présent. Et donc, c'est aussi notre force, c'est cette capacité à la fois de proposer un accompagnement d'excellence qui peut être collectif, mais surtout individuel et personnalisé. Et puis, l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux attentes des entrepreneurs. Quand j'ai un porteur de projet qui vient, qui est au stade de l'idée, qui a besoin de structurer son projet, notre objectif, ça va être de l'accompagner à structurer son projet. Quand j'ai un entrepreneur qui dit qu'il veut travailler sur sa levée de fonds, on va lui proposer un accompagnement qui est orienté levée de fonds, tu vois. Donc l'idée, c'est d'être au plus près des besoins et des attentes des entrepreneurs. C'est un peu la force, je pense, des Time to Start et la proposition qu'on souhaite mettre en avant parce que, comme je le disais au départ, on a quand même une forme d'intention entrepreneuriale qui est très large, c'est-à-dire que les profils sont très hétérogènes, donc on ne peut pas non plus avoir des accompagnements qui sont trop opaques et qui ne répondent pas à toutes les attentes. Yes. On va revenir sur les différents, tu as dit coach, c'est comme ça que tu les appelles. Avant, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de deux ou trois profils de la première promotion est-ce que tu peux nous donner un petit peu leur situation aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont lancé des trucs? Si oui, est-ce que c'est jusqu'où est-ce qu'ils sont allés? Est-ce que les structures existent encore aujourd'hui? Oui, je peux, la première promotion, effectivement, je peux donner des exemples. La première auquel je pense, Et ça date de quand? Ce serait bien d'avoir un petit peu la date aussi. oui. Alors, je vais donner des exemples. Donc, quand je pense à la première promotion, donc c'était une petite promotion, donc c'est assez facile de pouvoir donner des exemples. Donc, je pense à la fondatrice d'Expanders, Mhm. qui est Ella Atmani, qui a monté une boîte dans la tech, donc qui est une femme entrepreneur dans la tech, et qui a lancé en fait une plateforme de mise en relation entre des experts et puis des entrepreneurs. Et du coup, elle a vraiment créé un algorithme qui permet de faire le matching entre les besoins et les experts. Et donc, son projet avance très bien, enfin son entreprise avance très bien, puisqu'elle a finalisé une levée de fonds tout récemment, enfin il y a quelques temps maintenant. Elle est aussi sur d'autres levées de fonds. Donc, ça s'appelle Expanders, si tu vas aller regarder. C'est vraiment top ce qu'elle fait. Et puis, dans un autre registre, je pourrais te donner aussi le profil de Catherine, qui a monté la Force des Pionnes, qui est en fait un centre d'activité sportive adapté, notamment pour des personnes qui ont subi des lourdes maladies. Donc, elle a ouvert son centre sur le Blanc-Ménil en 93. Et donc, elle a aussi été extrêmement résiliente dans son parcours et son activité est vraiment top. Donc, voilà deux profils d'entrepreneurs auxquels je pense sur la première promotion. Yes. Si on prend pas le cas de Expanders, est-ce que c'était un accompagnement global ou c'était spécifiquement juste sur la levée de fonds? Alors, pour elle, c'était plutôt sur la structuration, parce qu'au moment où elle a intégré notre programme, elle était au début du projet, elle était encore au stade de l'idée, tu vois. Mhm. Donc, là, à ce moment-là, l'idée, c'était plus de l'aider à structurer tout le business, quoi. Donc, valider la proposition de valeur, valider le business plan, Mhm. valider les besoins, valider même la vision, le projet en lui-même. Donc, c'était plus un accompagnement qui était orienté euh, structuration. Yes. Donc, tu as dit que vous allez pas hésiter à aller outsourcer les talents, du moins les coachs qui pourraient éventuellement accompagner vos différents apprenants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi qu'on retrouve comme profil ou alors comme expertise dans l'écosystème de Time to Start? Alors, nous, notre objectif,
c'est d'aller chercher l'expertise qui correspond aux besoins des entrepreneurs. Et souvent, bah, les besoins, ça va être des besoins, par exemple, juridiques, ça peut être des besoins comptables, ça peut être en marketing et com, ça peut être sur les sources de financement, ça peut être sur le business plan financier, notamment. Donc, c'est vraiment toutes ces expertises-là qui sont... En fait, c'est 360, tu vois, Mhm. de l'idée à comment je fixe mes prix, à comment je vais aller communiquer, à comment je, je structure la partie qui est plus, comment dire, financière, comptable, ce genre de choses. Mhm. Et donc, on a des avocats dans notre réseau, on a des experts comptables, on a des marketeurs, on a des financiers. L'idée, c'est, encore une fois, on ne peut pas internaliser toute cette expertise. C'est pour ça qu'on va aller la chercher à l'extérieur. On a des grosses marketeurs. Voilà, on a vraiment des profils assez larges. Et puis, on va la chercher à la fois sur des profils experts. Et puis, on va aussi aller chercher la compétence au sein de grands groupes, puisqu'il y a des grands groupes qui ont cette expertise-là en interne et qui ont envie de la partager avec des plus petites structures. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de faire cet intermédiaire entre l'expertise qui est à l'extérieur et les besoins des entrepreneurs qu'on accompagne. Ouais, mais les grands groupes, ça a un coût, ou alors ça fait partie intégrante du partenariat que tu as avec ces grands groupes-là. Parce que s'il fallait qu'un petit entrepreneur de banlieue se paye les services d'un consultant euh, d'Accenture ou de Mazar, bah, Alors nous, par exemple, on a des partenariats avec KPMG ou avec Accenture. Donc effectivement, c'est nous qui gérons le partenariat, le lien finalement entre l'entrepreneur et le grand groupe. C'est nous qui allons structurer la mise en relation. C'est nous qui allons chercher l'expertise nécessaire. C'est notre métier en fait. C'est vraiment notre métier d'aller chercher l'expertise en fonction des besoins. yes. Et aujourd'hui, vous avez combien d'apprenants à peu près en 2022? Qui sont en cours d'accompagnement. Ouais, c'est par promotion Ouais, ou alors déjà, est-ce que c'est purement en présentiel? Est-ce qu'il y a une partie Alors, on a une online? partie en ligne puisqu'on a développé un programme hybride qui s'appelle Airstarter, donc qui est basé sur une plateforme digitale Mhm, d'incubation et sur des ateliers en physique. Donc, on a les deux aspects. En fait, on a différents programmes d'accompagnement pour répondre aux demandes. Et donc, on a effectivement des ateliers à la fois en physique, mais on a aussi des ateliers, c'est pas à distance puisque c'est pas on fait pas trop ça, on fait un petit peu, mais l'idée c'est plutôt d'avoir du physique. Mais en tout cas, on a développé un parcours digital. Donc vraiment, c'est une plateforme qu'on a développée en interne mhm. avec nos attentes. Yes. Donc, pour parler justement du nombre des apprenants par promo et si vous avez combien à peu près et c'est combien de promos par an approximativement? Alors en moyenne, sur une promotion, on va être à 16 entrepreneurs. Mhm, Après, on a d'autres sur notre programme, on est plutôt sur du flux continu. Donc là, on a à peu près une quinzaine aussi qui sont sur le programme Airstarter. Et après, on a d'autres programmes qui sont un peu plus spécialisés. On a à peu près 10 entrepreneurs qui rentrent dans le programme. Et donc là, cette année, sur 2022, on vise euh, entre 4 et 6 promotions. Donc, c'est une soixantaine d'entrepreneurs qui sont accompagnés. yes. Et quand tu dis 10, 15 personnes, ça suppose qu'à l'entrée, il y a combien qui ont postulé avant de finalement retenir que 10 ou 15? Bah, là, par exemple, sur la promotion Approximativement, hein, juste pour avoir une ordre d'idée. ouais, bah, sur la promotion là, qui a démarré en mars, on a eu un peu plus d'une centaine de candidatures. Je crois qu'on était à 140 à peu près candidatures. Ah ouais, Et on a sélectionné 14. ça, ça, c'est sélectif. Et pourquoi est-ce que c'est si sélectif? Alors, c'est pas ultra sélectif, hein. L'idée, c'est plutôt de pouvoir répondre aux entrepreneurs, enfin, de pouvoir donner une réponse aux entrepreneurs. Donc, sur les 140, pour l'instant, on a sélectionné 14. Peut-être qu'on va en sélectionner un peu plus par la suite. Donc, on a fait passer, je sais plus, une vingtaine devant le comité de sélection. Donc, on a sélectionné 14. Donc, c'est pas ultra sélectif. C'est juste qu'il y a des moments où on ne peut pas répondre à certains besoins. C'est-à-dire que si notre accompagnement il n'est pas adapté, on ne va pas intégrer l'entrepreneur. On va l'orienter vers une autre structure qui pourra proposer
quelque chose de plus pertinent, tu vois. Ouais. On n'est pas dans un côté où on veut être ultra sélectif, c'est pas du tout notre positionnement. Au contraire, on veut juste répondre aux besoins. Et quand on sait que bah, on n'est pas le meilleur dispositif pour accompagner tel ou tel profil, bah, on préfère l'orienter vers un autre acteur. Ok. J'ai quelques questions encore pour toi. Déjà, c'est quoi le plus difficile en fait dans ton job actuellement? Le plus difficile, bah, moi, je suis dans l'humain. Je suis dans l'humain et donc c'est des rencontres au quotidien, c'est des retours des entrepreneurs. C'est parfois des difficultés aussi, donc on va dire qu'il faut aussi engranger un peu tout ça et être en capacité de prendre du recul. Mhm. Et après, moi, je suis sur beaucoup de choses en même temps, parce qu'on n'est pas une grosse équipe non plus, donc je suis en charge de piloter la stratégie partenariale. Donc il y a beaucoup de choses qui tombent. Donc je pense que c'est le côté un peu, enfin, ce qui est difficile, c'est de pouvoir, ouais, c'est de pouvoir tout gérer, enfin, en tout cas, être en capacité de pouvoir s'entourer peut-être des bonnes personnes pour éviter justement d'avoir à tout gérer. Et puis, parfois, les parcours des entrepreneurs qui ont des parcours qui sont forts, bah, il faut aussi il faut être à l'écoute, il faut être en capacité de pouvoir y répondre. Donc, c'est beaucoup d'énergie, tu vois. Ça prend beaucoup d'énergie. Yes. T'as dit que tu, tu te payes quelque chose. C'est vrai que c'est une association, mais est-ce que toi, tu te verses un salaire? Alors, moi, je suis entrepreneur à côté, donc j'ai ma boîte de conseil. Euh, j'ai une boîte de conseil et de mise en relation aussi. Donc, je suis salarié de ma boîte à moi, pas de l'association. Ah, ok. Ta boîte de conseil qui est, j'imagine, partenaire de Time to Start parce que forcément, parmi les membres parmi les apprenants, il y aurait éventuellement besoin de faire des mises en relation et c'est là où ta boîte pourrait éventuellement intervenir. Entre autres, à part les clients que tu Alors non, offres. c'est pas du tout connecté. La boîte dont je te parle là, elle n'est pas du tout connectée avec l'activité Time to Start. C'est vraiment une activité à part où il n'y a pas de lien, où je mélange pas les deux, en gros. Mhm. Et donc c'est vraiment à part et des missions que moi je fais à côté. Et comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Déjà que l'association, c'est pas du tout évident. Écoute, T'as- deux fois, je sais pas, je me pose des questions. Ok. Yes. Ah ouais, bah, dis-moi, comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? Comment je progresse? Alors, je pense qu'il faut garder une forme d'humilité parce que moi, je suis encore très loin de ce que j'ai envie d'atteindre. Et donc, il faut être toujours dans ces... Quand je parle d'humilité, c'est ce côté un peu apprentissage. Il faut toujours se dire qu'on a toujours à apprendre. Et j'essaie d'apprendre au quotidien, à la fois des personnes qui m'entourent et Mhm. puis de ce que je peux avoir comme outil à l'extérieur. Et donc, c'est ma manière pour moi de progresser, c'est l'apprentissage constant et l'amélioration. J'essaie de me remettre en question régulièrement et me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'hier et puis être à l'écoute, tu vois, être à l'écoute des remarques, des retours des entrepreneurs, des partenaires. Je pense que c'est important. Yes. Toi, tu vois, où est-ce que toi, tu vois A Time to Start dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans? Tu veux emmener ça jusqu'où? Bah écoute, j'aimerais bien le développer à l'international, en fait, tout simplement, euh, en Afrique notamment. Je pense qu'il y a énormément de liens à faire avec l'Afrique et l'entrepreneuriat en Afrique. J'accompagne par exemple des entrepreneurs qui sont issus de la diaspora, qui font déjà le lien avec l'Afrique. Et je pense que il y a une cohérence, en tout cas, à développer le projet à l'international. Yes. Tu as des regrets? Est-ce que j'ai des regrets? Non, j'en ai pas. J'ai pas de regrets. Quoique, si j'en ai. Ce serait faux de. Ouais, ce serait faux. Si j'ai quelques regrets, mais aujourd'hui, je les vois comme des apprentissages. Euh, donc, je me dis que ça devait se faire comme ça. Je pense que ouais, ça devait se faire comme ça. Je crois beaucoup au destin, ou tu vois,
Donc, je me dis que tout ce qui s'est passé, bah, ça devrait être comme c'est passé, comme ça s'est passé. Donc, des fois, je peux penser effectivement à me dire ah, mais j'aurais pu faire comme ça, ou j'aurais dû le dire ça. Mais au final, je me dis bah, peut-être que si je l'avais dit comme ça, bah, j'aurais pas autant appris. Si j'avais pas fait cette erreur, j'aurais pas autant appris. Donc, j'ai des regrets, mais on va dire qui sont très courts et je passe vite à autre chose. Yes. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, bah, ce serait, je pense, c'est un peu les retours des entrepreneurs. Quand ils viennent nous voir, ils nous disent, bah voilà, moi j'ai réussi à me développer, j'ai développé mon activité, ce genre de choses. Ben, c'est une fierté. Après, je sais pas si c'est ma plus grosse fierté, euh, mais, euh, mais j'espère, mais je sais pas si c'est le cas, je sais pas si je l'ai atteint, mais Bah, ça peut être en dehors de l'entrepreneuriat, ça peut être oui, du coup, ton père, ta mère, ça peut être ton enfant. non, j'espère. Ce qui, quand tu regardes aujourd'hui, bah, tu dis, ah, ouais. Ouais, du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que je sais pas si j'ai atteint cette plus grosse fierté, mais je pense que je pourrais dire ça lorsque, bah, je sais pas, mon père, ma mère me dirait, bah, écoute, je suis fière de toi, de ce que tu as accompli. Je pense que ça serait vraiment une grosse fierté, tu vois. Euh, je sais pas s'ils le font. Tu penses qu'ils sont pas fiers Je aujourd'hui? sais pas, j'espère. Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, bah, ce serait ça ma plus grosse fierté. Yes. T'aurais un bouquin à nous recommander? Si tu devais offrir un bouquin, ce serait lequel? Bah, on me pose souvent cette question. Il y en a plusieurs, mais enfin, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ah ouais, ça c'est un bouquin. Ce bouquin est dangereux, ça crée des divorces. Et donc, J'ai une amie qui me l'avait offert il y a deux ou 3 ans. Et elle m'a dit à l'époque, Cindy, pour la citer, je l'ai reçu aussi sur le podcast Cindy CK. On parle justement de l'intuition. Elle est coach, elle est aussi coach en dev perso. Et elle, à l'époque où elle a lu ce bouquin, elle a quitté son copain, elle a pris l'avion, elle est partie complètement à l'autre bout du monde, quoi, en Asie du Sud-Est. Et puis, ah oui, d'accord. mais Ah oui, là, ouais, ouais, c'était c'était vraiment dans radical quand même. donc là, c'est dans Ouais. toutes les extrêmes. C'est Ouais. pas pour faire peur aux gens, hein, mais c'est pour dire, bah, Ouais. il y a quelque chose dans ce bouquin, une sorte de déclic, en fait, Mais t'as l'impression que ça débloque des choses et ça se lit rapidement. C'est un petit bouquin voilà, comme ça se lit exactement. C'est ce que rapidement. j'allais dire, c'est que c'est un bouquin qui est assez simple à lire, qui donne, tu le finis en une traite, quoi. Et il est pas mal. Et sinon, Ouais. j'aime beaucoup. Alors, vraiment, le roman qui m'a fait vraiment aimer la lecture, c'est, bah, je crois que je l'ai lu, j'étais en sixième ou en cinquième, je sais plus. C'est un livre d'Agatha Christie, qui est Le meurtre de Roger Ackroyd. Donc, ça m'a vraiment fait. J'ai énormément apprécié cette lecture. Et ça m'a donné envie Mm. de lire encore plus. Donc voilà, c'est un petit bouquin que j'ai encore. Je crois que je l'ai depuis que j'ai 12 ans. Je l'ai toujours avec moi. Il est un peu abîmé, mais il est toujours Yes. avec moi. Et voilà, de temps en temps, je le lis. Ah ouais. Ça me fait penser à pas mal de choses. Yes. Dans ton discours, à chaque fois, il y a quand même ce truc-là qui revient sur la diversité, sur le pouvoir de la diversité, même dans ta com en général. J'ai vu un petit peu quelques trucs, même je sais pas si c'était sur le spot de LinkedIn, Oui. je sais plus trop, ou en faisant des recherches sur toi, euh, en tout cas, il y avait ce truc-là qui revenait à chaque fois où tu parlais du pouvoir de la diversité, la puissance, le levier de la diversité. Et moi, pas que je suis pas du même avis que toi, mais moi, j'ai déjà eu à discuter de ça avec d'autres entrepreneurs, notamment Anthony Bourbon que j'ai reçu ici ou Alex Pachulski. Les quotas, est-ce que toi, tu penses que le fait de mettre des quotas, on en a parlé même aussi avec Grégory Pouy de Vlan, est-ce que le fait de mettre des quotas, c'est aussi une forme de réponse ou alors ça peut être quelque chose de pervers qui pourrait complètement retourner le système à l'envers par rapport à ce dont on essaye de résoudre comme problématique actuellement? Alors,
Je sais pas si tu Oui, je comprends la vois tout à question. fait, parce que c'est des vrais débats, hein, tout ça. Déjà, pour revenir sur le terme, Et moi, je pose la question, je connais pas, hein, j'ai pas de oui, réponse. bien C'est sûr. juste que ben, moi, la question mérite au moins d'être posée et j'arrive pas à y répondre et je t'avoue que ça m'effraie un peu même des fois. Alors, déjà sur le terme de, entre guillemets, diversité, je sais qu'il y a débat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas ce terme. Je peux comprendre. Moi, je parle plutôt, j'aime bien dire les termes, tu vois, des personnes qui sont, par exemple, issues de la diaspora, des gens qui sont issus des quartiers. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise de manière assez, je Mhm, sais pas si c'est galvaudé, mais en tout cas, le terme diversité. Pour revenir à ton point sur mhm, les quotas, j'ai jamais été une. J'ai jamais essayé de promouvoir ce système de quotas. Maintenant, il y a une loi qui est passée, qui est notamment sur la l'égalité homme-femme, euh, et qui impose, souhaite imposer les quotas en entreprise, dans le COMEX et tout. Et a priori, ils se sont dit que c'est la seule solution pour faire bouger les lignes, tu vois. Donc je pense que personne à la base est pour les quotas, parce que ça paraît aberrant en fait de vouloir mettre en place des quotas pour avoir plus d'égalité ou autre. Ça paraît même complètement irréaliste. Maintenant, il s'avère que quand on met en place des quotas, ben, ça commence à faire bouger un peu les lignes, parce on peut avoir des femmes qui sont bien mhm. placées et qui peuvent, elles, derrière, faire bouger les choses. Des rôles Exactement, et modèles. qui peuvent avoir, elles, de l'impact. Donc, je ne sais pas quelle est la meilleure solution sur... Mais jusque où, en fait, où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'il y a un moment où on dit, OK, à partir de maintenant, stop, vu qu'on a rééquilibré les choses et que, on a travaillé en amont sur l'égalité des chances dans la possibilité pour que tout le monde ait la même ligne de départ et j'avoue que j'arrive pas à y répondre et ça, t'écoutes de tout, hein, des extraits, tu écoutes de tout et son contraire en même temps. Greg qui va par exemple te dire, bah, dans l'histoire de l'humanité, bah, tu as plus de 10 000 ans, que ça date même d'avant Jésus-Christ, cette domination en fait des minorités, que même s'il faut penser justement à l'inversion des choses, ben, c'est pas dans notre génération quoi que ça va se faire, probablement dans les prochaines générations d'ici, je sais pas, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Donc, c'est pas un sujet. On doit à fond être avec les quotas pour permettre de rééquilibrer les choses et créer davantage de rôles modèles pour permettre aux autres de pouvoir rêver et eux aussi de s'insérer dans cet écosystème-là, quoi. Oui, c'est sûr qu'on en est encore très loin, c'est sûr. Donc, je sais pas, j'espère qu'on n'aura plus ces débats dans quelques années, même si, bon, j'en doute, mais j'espère qu'on n'aura plus effectivement à mettre ces points-là sur la table, qu'on n'aura plus à créer du contenu lié à la nécessité de travailler sur plus de diversité, sur plus d'égalité, des chances. Donc, on espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de structures comme les nôtres pour avoir, on espère bien. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, on en est encore très loin, tu vois. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait. Mhm. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas trop dans l'idée de faire des débats sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut. Moi, je suis plus dans une optique d'être dans l'action, donc de tester des choses. On teste, on voit ce que ça donne. Ça Action. marche pas, on change, on modifie. Donc je sais pas quelle est la meilleure solution, tu vois. Moi j'ai des idées, je sais pas si ça marche ou pas, Yes. mais en tout cas je suis plus dans une optique de d'essayer, de mettre en place, de faire changer les choses et voir ce que ça donne. Et puis si ça marche pas, tant pis, on recommence, tu vois. Et donc on peut faire 10 000 débats sur est-ce qu'il faut des quotas, est-ce qu'il faut pas de quotas, est-ce que il faut imposer des choses ou pas, est-ce qu'il faut promouvoir. On ne sait pas en réalité. C'est que le terrain qui peut parler. C'est comme quand on entreprend un projet. C'est pas un business plan qui va te dire que ça va marcher ou pas. C'est le terrain, c'est le marché, c'est le client. Et donc, quand on est dans des politiques Mhm. comme ça, je pense qu'il faut essayer de mettre en place des choses. Donc, par exemple, les quotas, la loi sur les quotas, on peut se dire que, a priori, ça nous paraît complètement inadapté et réaliste. Mais des fois, je me dis, bah, pourquoi pas tester. Ça marche, bah, c'est super. Ça marche pas, ben, on tentera autre chose. Donc, on sait qu'il y a un problème, on sait qu'on doit faire bouger les choses. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Et pas sur quoi on va débattre encore une fois pendant 10 ans. Non, il faut qu'on arrête à un moment donné de débattre et qu'on se met en mouvement tous ensemble. Yes.
Ah ouais, est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que entreprendre, c'est agir avant tout. Donc, quand on a des idées, il faut être dans l'action, il faut essayer de mettre en place. Il faut bien commencer par quelque part. Donc, il faut être en capacité de finalement, un peu parfois se débrouiller avec ce qu'on a pour atteindre les sommets. Donc, à tous ceux qui ont une idée, à tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses, à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, à tous ceux qui veulent, je sais pas, travailler dans tel ou tel métier, allez-y. Ne vous bridez pas, allez-y. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis, si ça ne marche pas comme vous l'avez imaginé, au moins, vous aurez appris de tout ça. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvaise expérience, entre guillemets. Donc, voilà, c'est un peu le message que je souhaite faire passer. Nice. Où est-ce qu'on te contacte? Alors, je suis très connectée sur LinkedIn. Contactez-moi sur LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Et après, sinon, via notre site internet, par exemple, si vous êtes intéressé par Time to Start, il y a des formulaires de contact ou de candidature. Il suffit de les remplir et on vous contacte. Yes, on va mettre tous les liens en description. Awad Ramé sur LinkedIn et timetostart.fr. On va mettre tous en description de l'épisode. C'est drôle quand je faisais des recherches sur toi, en tapant sur Google, je suis tombé plutôt sur une musicienne, elle a exactement le même nom, Awad Ramé. Tu connais qui Alors, tu c'est? sais, les Awadramé, c'est un nom qui est extrêmement commun, tu vois. Parfois, on me contacte, tu sais, on me dit, oui, salut Awa, on s'est rencontrés hier à tel événement, je vais me connecter avec toi. Je dis, non, non. Ah Ouais, bon? Ensemble, Awa et Dramé ouais, en même temps. oui, Awadramé, Tout le tout, quoi. Pas juste Awa et Dramé, ouais, les le deux, tout, quoi. Ah ouais. alors Dramé, c'est un nom qui est très commun en Afrique de l'Ouest. Et Awa aussi, c'est un prénom qui Mhm. est très commun, ce qui fait que tu as beaucoup d'Awadramé avec un. Donc, quand tu tapes Awadramé, effectivement, tu dois avoir des. Rien que dans la ville où j'ai grandi, je crois que je sais pas, il y a combien d'Awadramé. Et donc, du coup, parfois, on me contacte en me disant, salut, on s'est Ah vu ouais. hier, ça va bien et tout. Et je sais que c'est pas moi, tu vois. Donc, je dis, non, on s'est pas vu hier, je pense que tu confonds Ouais. d'Awadramé. Voilà, donc, c'est marrant. Mais maintenant, je suis habituée, tu vois. Donc, je sais gérer. Yes. Écoute, Awa, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui fait, pour moi, quelqu'un qui se débrouille, c'est quelqu'un qui travaille. Pour moi, la notion de travail, elle est très importante. euh, Parce que dans tout projet, en réalité, personne ne va se lever à ta place pour faire. Donc, si tu ne bosses pas, si tu ne te réveilles pas en disant je vais trimer, ça ne marchera pas. Donc, un débrouillard, c'est quelqu'un qui y va, qui lâche pas, qui est résilient, qui est sûr de sa force et qui, qui est à fond, qui est ultra motivé. Écoute, Awa, je te remercie pour ton temps et pour tout ce partage. Awa Dramé, timetostart.fr. Merci, Awa. Merci à toi, à très vite. À très vite.